Une baleine à bosse et son baleineau, un spectacle rare et fascinant offert par des géants qui chaque année reviennent près de nos côtes. Les baleines à bosse passent près de la Guadeloupe et de la Martinique entre janvier et avril. Elles arrivent d'Arctique et viennent dans les eaux de la Caraïbe pour se reproduire. Elles regagnent ensuite les eaux froides, plus riches en aliments. Au compteur de ces grandes voyageuses, 25 000 km par an. Des animaux que Stéphane Jérémy connaît bien. Spécialiste des cétacés, chaque année, il mène avec son association des missions pour les recenser dans les eaux de la Martinique. Dans l'océan mondial, il faut rappeler qu'il y a 81 espèces de cétacés différentes. Alors on sait des pratiques de chasse commerciale qui ont été pratiquées dans la Caraïbe qu'il y a 25 espèces distinctes dans l'archipel des Caraïbes. Des balénoptères, des cachalots, des baleines à bec essentiellement. Les espèces migratrices les plus connues, ce sont les baleines à bosse. Et effectivement, elles fréquentent les eaux territoriales de la Martinique depuis le mois de janvier. On a fait une détection. Mais il semble bien qu'il y ait une baleine à bosse pas très loin de la plateforme. Ces animaux mythiques sont protégés en France et pour faciliter leur évolution aux Antilles, un sanctuaire a été créé en octobre 2010. Son nom, Agoa, déesse amérindienne de la mer. Le sanctuaire couvre la zone économique exclusive des îles de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Agoa, ça part déjà d'un constat. On protège la baleine depuis une soixantaine d'années avec la Commission baleinière internationale. Il y a une trentaine d'années, cette commission a décidé de geler, de faire un moratoire sur la chasse à la baleine. Et localement, la France a décidé justement de protéger non seulement les espèces mammifères marins, ce qui est déjà le cas dans l'ensemble de la zone économique française, mais aussi de protéger les habitats. Madeleine, quelle joie de te voir là. Merci de m'avoir fait tout ça de chemin. Ah oui, ça va. Celle qui, la première, a proposé ce sanctuaire, la voici. Chez elle, ce jour-là, elle reçoit une amie et une alliée dans ce combat. Je suis très contente d'être là avec toi pour retrouver toute notre historique. Oui, parce que là, ça fait maintenant 20 ans que ça dure. 20 ans que ça dure et nous avons quand même arrivé à pas mal de choses. Leslie Suttie est britannique. Elle vit depuis une quarantaine d'années dans les Petites Antilles, une vie consacrée à la mer et à la cause des baleines. Ah, les baleines, parce que je les vois depuis l'âge de 4 ans sous l'eau, quand j'ai commencé à plonger dans le Cornouailles, dans le sud de l'Angleterre, le sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, une chose qui m'avait très marquée, c'était la chasse des baleineaux et les mers à Berkeley quand je suis arrivée justement sur les lieux dans les Grenadines. Ça m'a beaucoup inquiété qu'on pourrait tuer des baleineaux, ça se fait nulle part ailleurs. Depuis pas mal d'années, j'avais réfléchi à comment protéger les baleines et je me suis dit d'abord, on va commencer avec un sanctuaire. Et à ce moment-là, on a commencé par réunir toutes les ONG qui étaient sérieux et les personnes sérieuses dans les régions Caraïbes qui cherchaient la protection des espèces marines, des baleines. Et on a formé la coalition de la Caraïbe pour l'environnement. La coalition pour l'environnement de la Caraïbe de l'Est, ECCEA, a rassemblé des militants écologistes de toutes les Petites Antilles. Parmi eux, Madeleine de Grandmaison, figure politique de la Martinique. Pendant plus de 20 ans, l'association a mené une bataille féroce pour ce sanctuaire, féroce et risqué. Ça n'a pas été simple parce qu'il y avait là un enjeu d'argent considérable. Moi, à la Martinique, je n'ai pas eu le sentiment d'être menacée. Mais de l'autre côté, les bateaux de Leslie Suttie ont été coulés, la maison de Leslie Pierre, journaliste, a brûlé. Nous avons perdu Jane Simpson, qui était à faire du whale watching, de l'observation des baleines à Sainte-Lucie. Elle est morte pratiquement de 2 balles dans la tête, de contrat. Là, il s'est passé là, sur les 20 dernières années, des choses terribles. Oui. Mais enfin, il faut remarquer qu'à un moment donné, nous avons réussi quand même à intéresser les uns et les autres quant à cette création.
Tu as été parfaitement une ambassadrice remarquable. Pour créer le sanctuaire, il a fallu manœuvrer au sein de la Commission baleinière internationale. Une grosse machine composée de 89 États à égalité entre partisans et opposants de la chasse à la baleine. Le lobby des chasseurs est mené par le Japon qui convoite les voix des nations caribéennes pour tenter d'assouplir l'interdiction de chasse. Finalement, en 2006, le combat pour la création du sanctuaire a abouti. Madeleine de Grandmaison a porté le projet dans une réunion de la Nous commission. avions bien préparé notre affaire, tout y était. Le propos était juste, mais la substance n'était pas unanime. Nous avons eu à affronter la Caraïbe, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Saint-Kitts, Grenade et probablement encore 2 ou 3 îles, qui étaient absolument furieuses de nous voir arriver là avec un projet de sanctuaire baleinier. Et finalement, nous avions quand même de puissants alliés. L'Australie, nous avions la France pour commencer, nous avions le Brésil, nous avions le Mexique, nous avions vraiment le Chili, nous avions des gens déterminés à faire comprendre que nous n'avions pas tellement tort que ça. AGOA existe et on essaie maintenant de voir qu'il y a d'autres pays qui vont se joindre à nous pour combler les trous. Par exemple, la Guadeloupe et la Martinique, il y a la Dominique au milieu. Et si la Dominique se joindra à nous, ce sera un bel événement pour la Caraïbe et pour les îles françaises, je pense. L'idée à moyen terme, c'est que ce sanctuaire, finalement, fonctionne si bien, intéresse l'ensemble des pays de l'arc caribéen. De façon à ce que ce sanctuaire offre depuis Cuba jusqu'au Venezuela une zone continue dans laquelle les baleines, qui ne connaissent pas les frontières, comme chacun sait, puissent venir se reproduire, nourrir leurs petits de manière paisible. Parmi les pays qui pourraient rejoindre bientôt le sanctuaire, la Dominique. Après avoir pendant des années défendu les intérêts des chasseurs de baleines, depuis 2008, Rosso s'abstient de voter à la commission baleinière. Un revirement voulu par le Premier ministre lui-même. Il ne s'agit pas d'affronter qui que ce soit, il s'agit de dire au monde entier qu'à la Dominique, à l'inverse d'autres pays, nous faisons la promotion de l'observation des baleines qui est importante pour le tourisme et pour notre économie. On ne peut pas aller sur la scène internationale et faire des choses en contradiction avec ce que l'on dit. Notre position ne changera pas. Aussi longtemps que je dirigerai le pays et que le Parti travailliste est au pouvoir, nous maintiendrons cette position, car c'est une question de principe dans notre intérêt national. L'industrie du whale watching, l'observation touristique des baleines, ça rapporte. La Dominique a un atout, une colonie de cachalots qui reste toute l'année dans ses eaux profondes, près des côtes. Le plus gros carnassier de la planète y trouve son mets favori, le calamar, notamment géant. À la Dominique, 5 opérateurs ont l'autorisation d'emmener les touristes à la rencontre des cachalots. Le plus ancien de ces opérateurs, c'est Andrew, 20 ans d'expérience. Pendant la saison touristique, il fait 2 voyages par jour et la visite commence toujours par des explications sur la terrasse d'un hôtel tout près d'un squelette de cachalot. Ceci est un cachalot. À la Dominique, nous avons des groupes de femelles. Elles restent ici toute leur vie. Nous les appelons les baleines caribéennes. Les mâles ne viennent ici que pour prendre du bon temps, pour se reproduire. Dès qu'ils ont terminé, ils repartent. Les gens sont de plus en plus intéressés par l'observation des baleines. Nous avons commencé le whale watching dans les années 90. Au début, c'était occasionnel. On partait pêcher et quand on voyait des baleines, on changeait tout le programme. Ensuite, on allait les rejoindre. Donc c'est devenu important d'en savoir plus sur les cachalots. J'ai lu des livres et la littérature scientifique. Quand on a commencé, on plongeait, on allait sous l'eau et on écoutait jusqu'à ce qu'on entende les baleines. Sinon, on allait 2000 plus loin et on recommençait.
Maintenant, nous avons l'hydrophone. On a juste à le mettre à l'eau pour entendre des animaux et même savoir dans quelle direction ils sont. Donc, on a fait un long chemin. Au début, on avait de petits bateaux et maintenant, on a un bateau tout équipé pour l'observation. Le whale watching, c'est aussi une ressource importante pour la République dominicaine. Une réserve pour les baleines a été créée en 1986. Depuis, l'écotourisme explose, comme le constate le fondateur de la réserve, également conseiller du gouvernement de Saint-Domingue. Il y a 25 ans, nous faisions un voyage par saison. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 visiteurs qui viennent exclusivement sur la petite zone de Samana pour voir des baleines. Cela génère plusieurs millions de bénéfices parce que chaque visiteur prend une chambre d'hôtel, mange au restaurant, va en discothèque, achète un souvenir et visite les alentours. Donc, le marché de l'écotourisme autour des baleines a été formidable pour la région. Aujourd'hui, je n'ai plus à défendre ces animaux. Les gens qui vivent des baleines sont ceux qui les protègent le plus. À Roseau, Andrew Armour est surnommé l'homme qui chuchote à l'oreille des baleines. Car à force d'approcher ces cachalots sédentaires, il s'est lié d'amitié avec l'un d'entre eux. On a eu de la chance de rencontrer Scar, qui avait été blessé par le bateau. Et ça a développé une dimension complètement différente. Maintenant, 12 ans plus tard, Scar vient vers nous, reste près de nous. Je peux le caresser comme un cheval. Il ferme les yeux. Je sais qu'il aime ça. C'est une relation privilégiée que j'ai avec lui. Je ne pense pas qu'elle serait possible avec n'importe qui. C'est une chose unique. Scar est devenu une baleine très populaire et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Là, en ce moment, il a été blessé. Je ne sais pas par quoi, mais c'est possible que ce soit par un homme et par une balle. J'en profite pour lancer un message au monde entier. Soyons bienveillants envers ces animaux si amicaux. Le sanctuaire Agoa devrait permettre de faciliter la vie des baleines, notamment en réduisant les multiples nuisances qu'elles subissent. Car les scientifiques l'ont remarqué, les animaux près de nos côtes sont perturbés. On s'est aperçu que les animaux ils évoluent plus au large, ils se font également plus discrets. La menace n'est pas seulement la chasse commerciale, la menace sont toutes les activités humaines à proximité des côtes, la pollution, qu'elle soit chimique, la pollution acoustique, c'est-à-dire le bruit sous-marin, les perturbations physiques de type la navigation maritime qui est très dense, donc les gros porteurs, mais également toutes les activités de navigation, je dirais nautique, toutes les embarcations rapides, elles font du bruit et elles augmentent le risque de collision avec les animaux. Donc aujourd'hui, la menace, elle est due à l'homme essentiellement. Réduire ces nuisances, ce sera l'une des missions du sanctuaire Agoa. 2 ans après sa création, la mise en place se poursuit. L'organisation administrative et politique devrait être installée cette année avec en ligne de mire une ouverture à tout l'archipel caribéen. Je pense que pour avoir un sanctuaire, il y a peu de trous. Je pense qu'il faut quand même une vingtaine d'années. Je n'imagine pas que dans les 2 ans qui viennent, tout soit fait. Il faut prendre le temps, il faut saisir les occasions de voir tel et tel partenaire, revenir, qu'eux viennent, etc. Les échanges techniques, les échanges informatiques, les échanges de missions. Moi, je vois une échéance, une quinzaine d'années pour que ce sanctuaire ait vraiment la forme dont on rêve aujourd'hui. Nicolas Masla, comme on vient de voir dans notre dossier, 20 ans pour l'avenir, donc en ce qui concerne ce projet à l'échelle du continent, est-ce que ça n'est pas trop? Alors oui, à l'échelle humaine, on peut considérer que 20 ans, c'est beaucoup, en effet. Maintenant, à l'échelle de la planète, des écosystèmes, bien évidemment, il y a certaines urgences, notamment concernant la protection des mammifères marins, leur conservation, mais surtout la protection de leurs habitats. 20 ans, c'est une perspective à long terme. Ce qui est certain, c'est que le sanctuaire Agoa est d'ores et déjà mis en place avec des actions de gestion, également des actions scientifiques. Nous avons d'ores et déjà des actions de coopération régionale. Tout ça s'accélère très très vite, si j'ose dire. C'est-à-dire que autant, oui, il a fallu beaucoup de temps pour actionner les mécanismes institutionnels qui allaient placer l'ensemble de la zone d'économie exclusive des Antilles françaises en sanctuaire, explicitement sur la protection des mammifères marins et de leurs habitats.
Maintenant, aujourd'hui, compte tenu on va dire de l'engouement que cela produit, de l'intérêt que certains pays de la région Caraïbe trouvent dans cette initiative française, je crois que les choses vont aller un petit peu plus vite. À titre d'exemple, on vient de terminer la campagne scientifique sur l'année 2012. Cette campagne, elle a vu venir sur 6 bateaux, pratiquement plus de 100 personnes, des Antilles françaises, à savoir de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, mais également des îles du Nord, de Sine-Martine, d'Anguilla, de Saba, de Saint-Eustache. L'intérêt, on va dire, est effectivement de plus en plus grand, de plus en plus général. Moi, tout ce que j'espère, c'est que dès l'année prochaine, on pourra mettre en place également d'autres projets d'une envergure, on va dire, plus considérable à l'échelle de la région Caraïbe. Donc pour vous, ça n'est pas un aboutissement, mais au contraire le début de l'aventure. C'est le début d'une formidable aventure qui va nous permettre d'assister à la naissance d'autres sanctuaires dans la région Caraïbe, mais également d'autres sanctuaires dans le monde entier. Mais pour nous, pour ce qui nous concerne, bien évidemment, les travaux commencent avec nos amis des pays de la région Caraïbe, commencent également, bien que les associations aient œuvré depuis 10-15 ans en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, le sanctuaire, si vous voulez, par rapport à ça, vient apporter une espèce de cadre, en quelque sorte, de recherche, un cadre également de gestion. On pourra y revenir tout à l'heure, mais la gestion du sanctuaire des mammifères marins, notamment pour tout ce qui concerne les pressions anthropiques, va être, on va dire, quelque chose qui va être de plus en plus présent dans un avenir très proche. Voilà. Stéphane Jérémy, je rappelle que vous êtes le président de l'association Sepamar. Alors, quelle pierre pouvez-vous apporter au sanctuaire AGOA? Notre contribution pour le moment elle est essentiellement scientifique. C'est-à-dire que nous informons toutes les institutions sur les effectifs, sur la distribution des populations, sur la composition du peuplement et sur leurs mœurs, leur façon d'utiliser les habitats, mais aussi nous informons les institutions des dangers qui sont causés au niveau de ces populations. Ces dangers sont multiples, mais beaucoup des nuisances sont causées par l'homme. Ça peut être des nuisances liées à la navigation, associées à la pêche et associées également au bruit sous-marin. Nicolas Maslac, en ce qui concerne AGOA, le but est de couvrir en fait toute la zone Antilles. Alors en effet, c'est 138 000 km². Ah, tout de même. Oui, quand même. C'est pas rien, en effet. Maintenant, il est vrai que les pressions humaines, les pressions des activités humaines se font essentiellement autour des îles, on va dire près des côtes. Il existe d'autres pressions, effectivement, dans les zones plus profondes et plus éloignées, mais on va dire l'essentiel des pressions se retrouve près des côtes. Alors, Stéphane en parlait, les nuisances sonores, elles sont effectivement de plus en plus importantes. Il y a une chose également, les Antilles voient petit à petit un développement de la plaisance. Et ce développement, on n'en est simplement qu'au début. Tout ça va prendre encore plus d'ampleur. Donc notre objectif, c'est non pas d'empêcher ce développement, bien évidemment, mais c'est peut-être de l'accompagner pour que les plaisanciers, justement, soient beaucoup plus sensibilisés à la présence des mammifères marins, à la fragilité de leurs habitats, et puis peut-être à une meilleure approche de ces animaux qui, généralement, si l'on respecte les techniques d'approche, ont un comportement qui est plutôt, on va dire, entre guillemets, facile d'accès. Maintenant, il y a des choses à respecter pour éviter de les effrayer, de les harceler, de leur faire peur. On va y revenir justement. Oui. Je vous propose de rester tous deux avec nous. Nous allons parler des dauphins parce qu'il n'y a pas que les baleines, bien entendu. Patrick Ledoux est un skipper qui, depuis de nombreuses années, propose des balades sur son voilier à la découverte des dauphins ainsi que des baleines, une activité pour laquelle il n'existe pas encore, du moins en Martinique, une réglementation bien précise, ce qui n'est pas sans poser certaines questions. Un sujet de Anne-Sophie Bélanger. Regardons cela ensemble.